nous suivre dans cette émission Entre les lignes. Nous sommes encore avec vous, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, vous présentez un sujet brûlant, mais nous irons de façon un peu plus détaillée pour que vous ayez une compréhension beaucoup plus large. Votre émission Entre les lignes est là pour vous permettre donc d'avoir une compréhension approfondie, une compréhension large sur les questions d'actualité comme c'est des coutumes. Eh bien, on ne va pas faire exception. Dans ce numéro, nous allons donc parler d'un seul sujet. C'est cette affaire qui est en train de se passer et qui implique le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est aujourd'hui accusé de tentative de détournement de fonds. Il y a même déjà la procédure est devant la chambre basse pour autorisation de poursuite. Mesdames et messieurs, nous recevons dans cette émission un avocat, un chercheur, un analyste des questions d'actualité, Maître Guélor Valérie Mbouy. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes Dan. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on ne va pas se limiter simplement à dire que vous êtes avocat, parce qu'ici vous n'intervenez pas en qualité d'avocat. Absolument. Mais vous êtes ici comme analyste des questions d'actualité. Alors, on y va très rapidement avec les préliminaires. D'où est-ce que ce dossier a commencé? Quand est-ce qu'on a commencé de parler de tentatives de détournement? Tout a commencé par ce document de la CNRF adressé d'abord au président de la République, chef de l'État, et puis à monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Ils ont aussi écrit copie à madame la première ministre. Non, ils ont écrit à la première ministre, copie au président de la République et au ministre de la Justice, maître Guélor Valérie. Ici, voici ce que dit la lettre de la CNRF. Objet, approbation du contrat de gré à gré signé par le ministère de la Justice avec la société Zion Construction SARL. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur de m'adresser à votre haute autorité relativement aux faits dont l'objet en marge. En effet, la CNRF a ouvert une enquête à la suite d'un paiement en date du 16 avril 2025 au titre de lancement des travaux de construction d'un établissement pénitentiaire dans la ville de Kisangani de la somme de 19 900 000 $ américains sur le compte de la société Zion Construction SARL, compte ouvert un jour, on va le préciser, compte ouvert simplement un jour avant on les livre de la Raw Bank. Je pense qu'on va d'abord se limiter là. Maître Guélor Valérie va devoir répondre par rapport à ça. Maître Guélor Valérie, analyse des questions d'actualité, vous venez répondre par rapport à ces sujets. Alors, vous avez appris aussi avec nous tous la stupéfaction que cette affaire a créée. Comment vous avez réagi à la première lettre d'abord de la CNRF adressée à Madame la Première ministre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Dan. Bien avant toute chose, lorsque ces questions se sont transportées à la place publique, nous avons d'abord cherché à devoir entrer, décortiquer et étudier les dossiers tout autour afin d'avoir des éléments pouvant nous permettre de mettre un avis à ce sujet. Il faudrait d'abord aller par la procédure de la passation de marché pour comprendre la démarche de la CNRF et tirer les conclusions quant à sa motivation. Oui. Vous conviendrez avec moi que le ministre de Justice, ministre Constant Mutamba, avait lors de la 21e réunion du Conseil des ministres soumis les problèmes, l'urgence, au regard des recommandations des États généraux de la justice, de reconstruire la prison centrale de Kisangani. Cette prison a été détruite au même titre que
plusieurs infrastructures ou plusieurs édifices de cette ville lors de la guerre des 6 jours à Kisangani, entre l'Ouganda et le Rwanda. Vous conviendrez avec nous que lors de cette réunion, il avait été levé l'option. Les ministres, dans la réunion du Conseil des ministres, avaient levé l'option de pouvoir procéder à cette construction, vu cette urgence, puisque les conditions de vie au sein de cette prison sont inhumaines. Les gens n'ont plus de cadre approprié de dormir, n'ont pas de salles, et l'eau stagne à temps à contre-temps, le bâtiment tombé, certains, ils se camponnent dans un coin qui est encore s'apparente à un coin de sécurité, mais en réalité qui ne l'est pas. C'est ainsi que le ministre va obtenir, après cette autorisation, cette option levée au Conseil des ministres, l'autorisation de recourir au marché gré à gré de la Direction générale de contrôle de marché public. Vous voulez dire que le dossier a été approuvé au Conseil des ministres? Absolument. Ainsi, l'autorisation lui donnée, il va avoir l'avis technique ainsi que l'avis de non-objection. Ce qui est une procédure régulière en matière de passation du marché. Mais il faudrait, cette fois-ci, pour conclure le contrat, ou encore rendre un caractère à ce contrat, un caractère définitif, exécutoire, ainsi exigible, le ministre va saisir en date du 1er avril 2025, de l'année en cours, la Première ministre qui est l'autorité approbatrice des marchés, de contrats, lorsqu'ils ils ont eu un avis de non-objection. Alors, c'est là où tout commence. Lorsque vous prenez le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023, à son article 20, il est décrété que les contrats sont approuvés par l'autorité approbatrice et que, conformément à ces décrets, à son alinéa 2, lorsque l'autorité approbatrice n'approuve pas, parce qu'il est dit que le refus d'approbation est signifié à l'autorité contractante dans un délai de 10 jours calendaires. Quand on parle de délai de 10 jours calendaires, ça veut dire que du 1er au 10, l'autorité approbatrice devait refuser l'approbation des contrats. Mais l'alinéa ne se limite pas là. L'alinéa dit, à défaut d'approbation, le refus, à défaut, le silence, je m'excuse, le silence de l'autorité vaut acceptation. Donc, M. Constant Moutamba a écrit à Mme Souminoa le 1er avril, c'est ça? Absolument. Après avoir obtenu l'avis de non-objection de la DGSMP, le ministre d'État, ministre de Justice, qui est l'autorité contractante en cette matière, a saisi la Première ministre pour approuver les contrats. Et approuver puis verser les fonds sous non, lorsque l'autorité approbatrice, c'est le ministre, c'est la chef du gouvernement qui est la Première ministre. Lorsqu'elle approuve, ça veut dire que le contrat devient définitif, exécutoire et exigible. Mais elle n'avait jamais approuvé. Mais maintenant, la loi dit, les décrets qui exigent cette approbation, dit que le refus doit être signifié à l'autorité contractante expressement. C'est-à-dire que le refus, la décision de refus est expresse. Signifié à l'autorité contractante dans un délai de 10 jours calendaires. À défaut, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. Ayant été saisi le 1er avril 2025, la Première ministre devait réagir ou encore refuser le 10 avril 2025. Ayant dépassé les délais prévus par la loi, parce que le problème c'est l'esprit de la loi. Nous avons des textes que parfois nous ne respectons pas, c'est ça le problème. Donc Constant Moutamba, le ministre de la Justice,
a versé les fonds sous le compte de Zion parce que la première ministre n'a pas réagi à sa lettre. À l'esprit de la loi, monsieur le ministre a reçu tacitement l'approbation des contrats. Mais Madame la Soumino n'a jamais écrit à Moutamba. Absolument. Les décrets signés par elle, les décrets de la première ministre, c'est les décrets de la première ministre. Les décrets disent qu'à défaut de la signification de la décision du refus, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. Et donc, ministre d'État, ministre de Justice Constant Moutamba se voit être autorisé tacitement. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il y a eu. Il a pris l'argent et il a versé sous le compte. Le fait que la décision est tacite, ça rend le contrat définitif, exécutoire, exigible. Et il va procéder à cette transaction. Sa lettre d'ailleurs est claire lorsque la CNRF a demandé, puisqu'avant de saisir la première ministre, la CNRF a saisi le ministre de Justice pour demande d'information. Tout ce que je vous dis est contenu dans cette lettre. C'est pourquoi nous avons d'abord eu les documents, les éléments qui ont été mis à la place publique, puisque nous avons tous, comme vous et nous, appris cela par voie des réseaux sociaux, et que nous avons examiné chaque lettre. Et pourquoi la CNRF a alerté la première ministre? Le motivation, parce que vous savez, les fonds... Le compte de Zion a été créé un jour avant seulement. Absolument, mais les explications, les demandes la demande d'information et les informations contenues dans la réponse du ministre d'État, ministre de Justice sont claires. Je m'en tiens à ces informations-là, où il dit à la CNRF que, puisque la banque dans laquelle Zion détient ses avoirs exige plus de 300 000 $ comme frais de détenue de compte. Et nous avons trouvé ça exorbitant et sollicité à ce que la société ait encore un compte dans le livre d'une banque de la place, une autre banque qui encore a des montants beaucoup plus minimes par rapport à ça comme frais de détenue de compte. C'est comme ça. Il n'est pas interdit à une société d'avoir plusieurs comptes ou d'ouvrir encore d'autres. On peut ouvrir aujourd'hui pour faire des passations d'écriture de main. Ça arrive, nous tous nous le faisons, ça nous arrive. Cela ne peut pas motiver les gels. Parce que les frais, on ne peut geler que l'argent à l'esprit des décrets qui créent encore la CNRF ou de l'ordonnance qui crée la CNRF. Vous comprendrez que, à l'esprit de la loi, on ne peut geler que l'argent dont la provenance est floue. Mais or, dans les cas d'espèce, l'opération est quand même pose quand même plusieurs questions, maître. J'estime que... Parce que quand vous lisez bien la lettre de la CNRF, elle dit qu'il y a une transaction qui a été faite, dont elle estime être suspecte. Vous voyez, elle a ouvert une enquête à la suite d'un paiement en date du 16 avril 2025 au titre de lancement des travaux de construction d'un bâtiment pénitentiaire dans la ville de Kisangani, la somme de 19 900 000 sur le compte de Société Zion, compte ouvert un jour avant à la Robin. Le problème n'est pas l'ouverture d'un compte. Même si le problème c'est est-ce l'argent. Il est dit même la transaction d'un si grand montant dans les conditions de complexité inhabituelle sur un compte en instance d'ouverture a attiré l'attention de la CNRF. Non, mais ça, c'est l'esprit de sa compréhension. Parce que la CNRF veut juste créer une sensation dans le chef, la chef du gouvernement. Donc, quand vous dites que, dans sa lettre, la CNRF dit qu'une telle transaction suscite des notes d'une complicité. Mais non, mais de quelle complicité s'agit-il? Complexité inhabituelle. Une complexité inhabituelle sur un compte en instance d'ouverture. C'est-à-dire que vous créez un nouveau compte
Et aussitôt, vous envoyez 19 millions. Ça paraît flou. Mais lorsque déjà, d'ores et déjà, vous avez les informations autour de ces versements, il s'agit maintenant d'attendre, voir si réellement cet argent ne sert pas à la construction. Mais depuis quand Zion existe? Depuis quand Zion existe? Depuis combien de marchés Zion a déjà gagné? Vous savez, c'est là, moi je ne suis pas dans... Je n'aime pas souvent qu'on puisse examiner de tels dossiers sur base des années de création de société. Une société... Mais l'expérience, c'est quoi? Lorsque aujourd'hui, vous n'avez jamais vu un jeune avocat prêter serment aujourd'hui et gagner un procès de plusieurs millions de dollars. L'expérience, c'est la pratique. C'est de la gestion de l'État. Absolument. C'est la gestion de l'État dans laquelle le ministre que vous voyez qu'on veut jeter en pâture ou encore qu'on expose à la vindicte populaire aujourd'hui, c'est dévoué à l'action gouvernementale avec énergie, totalement, avec un dévouement peut rencontrer. Le problème n'est pas celui de la création d'une société. Parce que la société existe depuis 2024, selon ce que j'ai entendu et ce qui est couché dans la réquisition d'ailleurs du procureur général. Mais lorsque une société existe, parce que les jeunes architectes qui aujourd'hui ont une présomption de connaissance, mais qui se voient être refusés de marcher parce qu'ils sont jeunes. Qui vous dit qu'être jeune ne fait pas de vous quelqu'un de compétent? Qui vous dit? C'est ça le problème. Donc, mais on juge une société sur base de quoi? De sa création ou de ce qu'elle est appelée à faire. C'est ça le problème. On devait juger si et seulement si l'argent pour lequel la société, l'argent qu'elle a reçu ou pour lequel il a été mis à sa disposition n'a pas servi au travail proprement dit, ou encore à la construction de l'ouvrage tel que démontré, tel que voulu par l'État congolais. C'est ça le problème. Vous savez, nous avons un problème qui s'apparente à une attitude d'exposer un individu à la répugnance populaire. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Parce que tout ce qu'il y a, si seulement on pouvait s'en tenir à la demande d'information de la CNRF et aux informations données par le ministre, qui dit même dans sa lettre qu'il a demandé le concours de l'IGF. C'est pour que l'IGF puisse contrôler en amont et en aval les décaissements jusqu'à l'achèvement de l'édifice. C'est ça. Mais vous, personnellement, vous êtes avocat, ça ne vous paraît pas quand même un peu... Pas louche, mais est-ce que ça ne questionne pas votre entendement quand un marché de 19 millions de dollars est gagné par une entreprise créée il y a à peine une année seulement? Quand on va dans les palmarès de cette entreprise, il n'y a pas grand-chose, pas d'expérience, pas de marché gagné, pas beaucoup de marchés gagnés dans le passé. Et aussitôt, et en plus, un compte est créé un jour avant seulement. Est-ce que tous ces éléments-là ne vous paraissent pas un peu... Non, ce qui peut paraître flou, si seulement l'argent était destiné à quelqu'un d'autre, qui n'avait pas gagné, qui n'avait pas signé de contrat avec l'État congolais, qui n'avait pas été prévu pour la construction de cet édifice. Ça pouvait être flou. Mais on ne peut pas juger en amont tant que l'édifice, la prison en soi n'a pas, la construction même, une seule pierre n'a pas été placée. Mais l'argent a été c'est pour l'exécution. Parce que aujourd'hui, quand vous lisez même, quand vous lisez la réquisition au fin de demande de poursuite à l'endroit du ministre de Justice, on vous dit clairement que cet argent était destiné à l'indemnisation de victimes. Et maintenant, c'est mis dans un compte autre pour construction de prison. Ça s'apparente à un détournement. Et cependant, il faut que l'Assemblée nationale autorise les poursuites du ministre. Mais c'est grave. Vous savez, nous devons d'abord savoir c'est quoi la mission de l'organe qui a financé.
nous devons savoir cet organe qui finance, qui est sous tutelle du ministère de la Justice, finance pourquoi? Si réellement l'argent était pour les victimes et que le ministre aurait détourné cet argent, qu'il soit jugé. Mais pour qu'on juge quelqu'un, il faut qu'on ait des éléments. Il faut qu'il y ait tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement de deniers publics. Il n'y a pas d'élément, il n'y a aucun élément. À mon analyse, j'estime que le financement est justifié. Pourquoi? Frivao est créé par le décret numéro 19/20 du 13 décembre 2019. Et ce décret décrète à son article 4 que Frivao a pour mission de réparer les dommages subis lors de la guerre, d'indemniser les victimes et puis gérer les fonds, ainsi la coordination. 4 missions. Et lorsque vous regardez de près, depuis l'arrivée du ministre Mutamba à la tête de ce ministère, il a essayé d'amener la cote d'indemnisation à un certain niveau. Parce que Frivao existait avant Mutamba. Et on n'en parlait même pas. C'est ça le problème. Mutamba est devenu ministre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avant, bouffer l'argent de Frivao? Mais qui regardait le financement quand ils arrivaient? On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé depuis que vous êtes journaliste. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu un détournement d'argent à Frivao avant l'ère Mutamba. Ça existait dans ce pays. Mais seulement qu'à ce jour, Mutamba a mené à un niveau élevé. Parce qu'il a trouvé que les gens recevaient 400-300 $ et qu'il les a amenés à 2000. Il a trouvé qu'il y avait des sociétés qui étaient victimes des dommages collatéraux suite à cette guerre, qui sont en train d'être indemnisés. C'est de la même manière que l'État congolais devait être indemnisé. Parce que cette prison de Kisangani a été affectée. Elle a été détruite par cette guerre. Certains bâtiments sont tombés suite à cette guerre. Quand vous êtes à la prison, vous êtes à 100 mètres de Congo Palace, qui est au centre-ville, qui est l'édifice de la CNSS. L'archevêché de Kisangani était touché, indemnisé. Mais pourquoi aujourd'hui, le ministre avait, puisque la prison, c'est un service public de l'État, ne peut construire la prison l'État congolais. Mais puisqu'il y a des fonds qui sont censés réparer les préjudices, le ministre a soumis la question au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a opté, levé l'option de la construction. Mais puisqu'il y a des fonds, vous n'allez pas demander au ministère des Finances de pouvoir financer un tel projet, puisqu'il y a des fonds destinés à la réparation des dommages. C'est ça le problème. Et le ministre d'État n'a que demandé à Frivao de financer la construction de l'édifice. Il fallait maintenant le juger au moment de la construction. Est-ce qu'on a construit conformément au montant exigé? Ça, c'est en amont, c'est en aval. Ça, c'est en aval. Mais, Maître Guelor, pourquoi le ministre a préféré faire du gré à gré? Quelle est sa motivation? D'abord, pour recourir à un marché de gré à gré, il faut voir l'urgence. Mais il y a l'urgence au sein de cette prison. Vous avez déjà été, comme journaliste, à la prison de Kisangani. Demandez les avocats. Demandez aux avocats qui fréquentent ces milieux, même pour des audiences foraines. Il n'y a pas moyen. On tient des audiences dehors. Demandez aux juges. Ils le savent. Ça fait combien de temps que le ministre Mutamba est au courant que la prison est en mauvais état? Mais depuis, lorsque le ministre est arrivé, vous l'avez vu faire les rondes des prisons. Il a fait plusieurs descentes de prison. Makala, Lizumu, la prison de Tchopo, de Kisangani, Kasapa, Kasumbalesa, Mbujimai, Kananga. Il a fait des descentes. C'est pour se rendre compte des états de nos établissements pénitentiaires. Et lorsque vous avez quelqu'un qui se soucie de pouvoir remettre nos bâtiments, nos établissements pénitentiaires dans un état qui
justifient la grandeur de notre pays, vous devez les juger par les œuvres. Quand même, sur base de quoi le ministère a conclu ce contrat avec Zion? Qu'est-ce qui a prévalu pour que Zion soit récupéré? Une nouvelle entreprise, nouvellement créée? Vous posez la question de savoir la motivation derrière. La motivation, je dirais, c'est l'urgence de pouvoir doter un établissement. Il y a des entreprises qui ont été créées un peu plus avant que Zion. Absolument. Mais qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience. Pourquoi prendre une entreprise qui a à peine une année d'expérience? Lorsque vous avez en face de vous une offre, vous devez aussi étudier sur base ou analyser sur base des fonds que vous avez. Comment vous allez juger? Vous allez juger le simple fait que Zion soit choisi. Ça, je pense que c'est un débat aujourd'hui qui ne doit pas être tenu. On devrait juger Zion par rapport à la réalisation, par rapport à ce qu'elle sait faire comme société. C'est ça le problème. Mais comment vous allez juger Zion avant que Zion n'ait posé un acte? Il faut attendre. On a conclu le marché, on a conclu un contrat. Attendez que l'exécution du contrat se réalise. Mais déjà, avant même le début d'exécution, avant même, on commence à crier à tort. Vous avez lu également la correspondance du cabinet de Madame la Première ministre qui a demandé au ministère de surseoir. Mais est-ce que vous avez lu le paragraphe 2? D'abord, ce projet, en attendant que toute la lumière soit faite, que le ministre transmette tous les éléments qui vont permettre la compréhension de Madame la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Pendant que, quelle est la valeur d'abord de cette correspondance, la valeur juridique? Si nous devons nous en tenir à la rigueur et à l'esprit de la loi, cette lettre ne pouvait pas produire d'effet. Pourquoi je l'ai dit? Lisez l'article, le deuxième paragraphe de cette lettre. Deuxième paragraphe. Il faisant suite, elle vous instruit, dans un premier temps, de surseoir à la procédure d'attribution de ce marché en attendant son approbation, conformément à l'article 15 de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010, relative au marché public. Non, là, deuxième paragraphe, ça c'est le dernier. Non, ça c'est le deuxième, troisième. Je prends le troisième paragraphe? Non, le deuxième. Deuxième. Elle note que, à votre attention. Attendez. Un instant. Deuxième page. Sur ce, elle vous demande de compléter les pièces. Non, deuxième paragraphe. Bon, peut-être qu'on n'a pas la même lettre, mais celle que j'ai. La lettre dit acquise réception. Prenez le premier paragraphe. Attendez. Premier paragraphe. À Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, concerne vos lettres, voilà, du 1er avril et du 7 avril 2025. Du 7 mai. Du 7 mai 2025. Premier paragraphe. Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, me charge d'accuser réception de vos lettres mieux identifiées en concerne relative au contrat de gré à gré signé entre votre ministère et la société Zion Construction SRL et de vous en remercier. Il y a le deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Y faisant suite, elle vous instruit dans un premier temps de surseoir à la procédure d'attribution de ce marché en attendant son approbation, conformément à l'article 15 de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Alors, Maître Guélor Valérie Mbouyi, on parlait justement de cette correspondance de la privature adressée à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, où elle demande justement que là, le contrat soit d'abord mis
à l'arrêt, suspension justement de ce contrat. Alors, dites-nous, quelle est la valeur juridique de cette correspondance? Alors, je voudrais vous ramener à l'esprit de la loi pour que vous compreniez à ce jour la valeur juridique de cette lettre. Vous allez voir que le directeur de cabinet de la chef du gouvernement réagit tardivement, au-delà du délai. D'abord, dans le concerne de cette lettre, il dit qu'il a acquis réception de la lettre du 1er avril, ainsi que dit 7 mai. La lettre du 1er avril, c'est la lettre à laquelle, dans laquelle le ministre demande l'approbation des contrats. La lettre 17, c'est la lettre dans laquelle le ministre donne les informations demandées par la CNRF et dans laquelle elle était copiée pour information. Aujourd'hui, à ce jour, normalement, dans un pays qui respecte l'esprit et la lettre de la loi, comme les nôtres, la lettre ne pouvait pas produire d'effet. Pourquoi? Parce que les délais refusés. Parce que là, dans le corps de la lettre, on refuse l'approbation. Mais on devait le faire dans les 10 jours calendaires, conformément au décret pris par elle-même. Parce que le décret est l'acte par lequel agit le Premier ministre. Et dans les cas d'espèce, la Première ministre, l'article 20 du décret lui donnait 10 jours calendaires pour refuser l'approbation des contrats. Nous sommes le 24 mai, la lettre de la Première ministre date du 8 mai, donc il y a plus ou moins une bonne dizaine de jours qui se sont écoulés, on va dire même plus de 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce silence? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'une part, entre la Première ministre, messieurs les ministres, la CNRF, pourquoi il y a ce silence? Mais vous comprendrez que le silence, d'ailleurs l'exécution est mise en mal, l'exécution du contrat est mise en mal par le fait que la CNRF a gelé le fonds. Et deuxièmement, la lettre de la Première ministre produit ses effets, puisque l'autorité hiérarchique, mais à l'esprit de la loi, elle ne pouvait pas. Troisièmement, il y a le parquet qui s'est invité dans les débats aujourd'hui pour prétendre à une réquisition, encore pas prétendre d'ailleurs, pour mettre en mouvement son action publique, et au motif qu'il y a tentative de détournement ou encore il y a détournement. À ce jour, les yeux et l'oreille, les yeux ainsi que les oreilles de tous les Congolais sont tournés vers l'Assemblée nationale qui examine en toute impartialité, cette réquisition, et d'ailleurs qui a mis en place une commission qui va devoir auditionner également le ministre d'État, le ministre de la Justice, au regard des griefs qui sont retenus à sa charge, et qui va devoir se défendre. Au besoin, l'Assemblée va décider au regard des éléments que ce dernier va apporter. Est-ce que le ministre d'État a déjà transmis tous les éléments qui manquaient au dossier de Madame la Première ministre, tel qu'elle les a demandés ici? D'abord, le dossier de passation et les avis afférents, le rapport d'analyse des offres, le procès verbal d'attribution. Connaissant la probité, la limpidité qui caractérise l'homme depuis un moment, vous et nous constatons son dévouement pour la République et surtout sa manière de mener à bon port le ministère de Justice, selon la vision du chef de l'État, bien entendu, qui se bat à bras le corps pour un établissement réel d'un État de droit qui ne cède pas aux sensations
aux sensations individuelles ou aux émotions, mais qui, par contre, agit en toute impartialité. C'est ainsi que j'estime, à mon avis, que tous les éléments demandés par la Première ministre lui ont été envoyés. Pourquoi le procureur général de la Cour de cassation parle de tentative de détournement? Absolument, je venais de l'expliquer tantôt que les motivations, nous ne les savons pas, mais déjà d'emblée, par les simples exemples que j'ai donnés ici, il y a une mauvaise communication dans les chefs de notre population. Il faudrait qu'aujourd'hui, notre population... Qui communique mal dans la population? Mais lorsqu'on dit qu'elle les font, lorsque vous lisez, vous avez suivi quand même la lecture de la réquisition à l'Assemblée nationale. Bien sûr. On parle des fonds destinés aux victimes. Et dans l'entendement de la population... Est-ce que la prison fait partie des victimes? C'est ça la question. C'est l'État congolais qui fait partie des victimes. L'État congolais est victime par le fait que la prison a été endommagée. Mais dans la réparation des dommages, puisque l'arrêt même de la Cour internationale de justice est clair, que ces fonds sont alloués à la réparation ainsi qu'aux victimes. Physiques, bien entendu. Parce que quand on parle de victimes, on parle des entités privées et publiques. Vous lisez les décrets à son article 4, et il décrète cela. Réparation des entités privées et publiques. Est-ce que les cas de Moutamba... Et dans les cas d'espèces, lorsqu'on a alloué 50 millions à la SNEL pour réparation de la centrale hydroélectrique, avez-vous entendu parler de détournement? Lorsqu'on a sorti l'argent pour... Le chef de l'État lui-même a fait une remise à Kisangani de 2 500 000 à l'archidiocèse de Kisangani, à titre de réparation des dommages. Le chef de l'État fait cette remise. C'est Frivao qui a sorti cet argent. Sur les 4 500 000 demandés dans la demande de l'archidiocèse de Kisangani, qui avait donné son devis. Et le devis prévoyait 4 500 000. On leur a donné 2 500 000 en attendant les justificatifs des 2 millions qu'on vous donne. C'est là est-ce qu'on a parlé du détournement. Lorsque Sokimo aujourd'hui est en voie d'être indemnisé, c'est l'État congolais par ses mines. Lorsque aujourd'hui la CNSS est en voie d'être indemnisée, parce que la CNSS a été victime par ces bâtiments, le bâtiment que rige Congo Palace. Est-ce que Moutamba ne rentre pas dans le cadre de ces révélations qu'avait faites l'ancien ministre des Finances pour dire l'argent déjà il est bouffé avant même qu'il est partagé, il est consommé avant même que le projet ne soit... Est-ce que cette affaire ne rentre pas strictement dans cette dénonciation? Absolument pas, puisque l'argent n'a jamais quitté Frivao pour l'aimer d'un individu. Si. Cet argent aujourd'hui, non. L'argent est allé sur le compte de Zion. Non, le compte d'un prestataire. Bien sûr. D'un prestataire. Bien sûr. C'est-à-dire Frivao, qui est censé allouer les fonds en réparation, l'a fait conformément à la décision du Conseil des ministres de construire la prison. Ce n'est pas un acte délibéré du ministre qui se lève le matin, qui dit, bon voilà, on va construire une prison en titre de réparation des dommages subis par la République démocratique du Congo. Non, c'est une décision qui a été prise à la 21e, je précise que la 21e réunion du Conseil des ministres, à laquelle la question relative à la construction de la prison avait été débattue. Et l'option avait été levée de construire cette prison. Aujourd'hui, l'État congolais étant victime du fait de la destruction de son établissement pénitentiaire et que cet établissement demeure sous le contrôle du ministère de Justice, le ministre de Justice a plein pouvoir de pouvoir veiller, a plein pouvoir de pouvoir contracter un marché et de pouvoir contrôler la construction de cet ouvrage. Il y a 3 entités qui doutent quand même de la sincérité du ministre d'État, ministre de la Justice. Il y a la première ministre qui veut avoir de l'éclairage, donc ça veut dire qu'il y a encore du flou. Il y a le procureur général de la Cour de cassation qui veut poursuivre même le ministre d'État.
il y a la CNRF qui a décidé d'alerter les autorités. Il y a 3 entités. Absolument. Vous savez, la CNRF en soi a juste... Donc, les 3 entités... La CNRF a fait preuve d'abus de pouvoir. Parce que la loi qui crée d'abord la CNRF ne lui donne pas ce pouvoir de geler l'argent de l'État. D'autant plus que la provenance de cet argent n'est pas floue. D'autant plus que la provenance la destination, la destination paraît quand même floue. Parce que la demande d'information, elle s'est adressée au ministre de la Justice pour requérir des informations et les informations lui ont été fournies. Ça veut dire que ces informations ont été limpides puisque, d'autant plus dans la lettre, moi j'ai lu la lettre du ministre adressée à la CNRF. Dans cette correspondance, le ministre fait même mention de l'apport de l'IGF, de l'inspection générale des finances, dans l'encadrement des décaissements de cet argent pour construction de la prison. Est-ce qu'un voleur, quelqu'un qui aime l'argent de l'État, qui a une... Attention, la rétro-commission existe. Non, quelqu'un qui a de l'amour de l'argent de l'État, peut-il recourir à l'inspection générale de finances? Pas du tout. C'est ainsi que je vous dis, vous savez, aujourd'hui, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'est victime que de sa loyauté et de sa probité. Donc, sa loyauté envers la République est intraitable. Ainsi, sa probité ne court pas la rue. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, à ce jour, pour citer, je vais vous dire que dans la personne de Constant Moutamba, se révèlent 3 personnes. L'efficacité de Luzo Lobambi, le pragmatisme de Singa Oudjou, ainsi le patriotisme de Patrice Emery Lumumba. Voilà les 3 personnes incarnées à une seule personne. Absolument, parce que nous voyons tous, vous avez les yeux pour voir ce qu'est devenu le palais de justice aujourd'hui. Vous avez les yeux pour voir ce qu'est devenu les minables citoyens qui ont été victimes de la loi du plus fort dans ce pays. Vous voyez de visu dans ce pays ce qu'il entreprend. Donc, au moins pour ça, nous pouvons les soutenir. Pour ça, nous pouvons les soutenir. Mais sur d'autres aspects, s'il y en a, qu'il soit jugé. Mais s'il n'y en a pas, vous savez, le juste... Attendons son audition à la commission. Absolument, la commission nationale. C'est ainsi que vous le voyez très serein, il est revenu pour être entendu devant la commission. Les restes des choses, nous allons tous contempler et voir. Mais ça, ce n'est qu'un point de vue d'un analyste qui voit des choses au loin, qui analyse au plus profond et qui veut quand même éclairer l'opinion par rapport à ce qu'on attend par victime. Et aujourd'hui, je veux que notre opinion sache qu'il ne s'agit pas de seulement victimes comme personnes physiques. Il y a des victimes qui sont des personnes morales. Il y a aussi comme victime principale l'État congolais. L'État congolais est victime du fait que ses citoyens sont décédés, ses édifices sont détruits, ainsi que d'autres. Voilà. C'était Maître Guélor Valérie Mbouyi, analyste des questions d'actualité. Il s'est particulièrement documenté sur cette question qui incrimine le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il a donc voulu éclairer l'opinion sur ce que lui estime comme étant des rumeurs qui ternissent l'image de Constant Moutamba, ministre de la Justice. Bien, attendons que la commission reçoive le ministre également. C'est là que les yeux sont tournés, mais merci quand même. Merci beaucoup, Maître Guélor. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au besoin, nous sommes là pour éclairer l'opinion et surtout analyser, débattre sur les questions de l'air. Merci beaucoup. C'est par ce mot qu'on vous quitte complètement. À très vite.